Mes chers amis, bienvenue sur les dossiers secrets, où chaque mystère est un défi pour l'esprit. Aujourd'hui, laissez-moi vous présenter une enquête du célèbre Hercule Poirot, l'illustre détective belge d'Agatha Christie. Avec ses petites cellules grises en action, il est prêt à résoudre une affaire des plus intrigantes. Où et à quelle heure écoutez-vous cette histoire? Dites-le moi en commentaire. Et si c'est votre première visite, abonnez-vous pour découvrir encore plus d'enquêtes passionnantes. Prenez place et voyons si vous pourrez suivre ces brillantes déductions. Commençons. L'air était chargé de l'humidité froide d'un après-midi d'automne, tandis que les endeuillés se rassemblaient autour de la tombe ouverte. Hercule Poirot, debout, aux côtés de son fidèle compagnon, le capitaine Hastings, observait la scène avec un mélange de détachement et de curiosité. Le défunt, Albert Frobisher, avait été un homme riche mais solitaire, et son enterrement reflétait l'isolement qui avait marqué ses dernières années. Les visages autour d'eux étaient graves, mais Poirot nota une absence distincte de chagrin. Pas vraiment les pleurs et les lamentations que l'on pourrait attendre pour un homme de sa fortune, murmura Hastings en ajustant le bord de son chapeau contre la bruine. Le regard acéré de Poirot balaya les figures assemblées. Edwin Frobisher, le frère cadet, se tenait raide au premier rang, la mâchoire fermement serrée. À ses côtés, une femme d'une quarantaine d'années, Miss Langley, la gouvernante, serrait un mouchoir mais ne versait aucune larme. Quelques parents éloignés et connaissances d'affaires complétaient le groupe, leurs regards baissés ou distraits. « Le chagrin, mon ami, » murmura Poirot, « n'est pas toujours accompagné de larmes, mais dites-moi, que pensez-vous de notre principal endeuillé, Monsieur Edwin ?» Hastings jeta un coup d'œil vers Edwin. Il a l'air plutôt maître de lui-même, réservé peut-être. Poirot hocha la tête, mais son expression resta impénétrable. Il avait déjà remarqué une rigidité inhabituelle dans la posture de l'homme, comme si l'événement était davantage une contrainte qu'une perte. La voix du prêtre s'éleva au-dessus du bruissement des feuilles. De la terre à la terre, des cendres aux cendres, de la poussière à la... Un cri soudain retentit, perçant l'air comme une lame. Une frêle vieille dame, en bordure de la foule, vacilla, son visage blêmi, puis elle s'effondra sur le sol humide. Des halètements parcoururent l'assemblée, tandis que deux hommes se précipitaient pour l'aider. Sa voix, faible mais désespérée, brisa le silence. Cet homme dans le cercueil, ce n'est pas Albert Frobisher. Les mots frappèrent comme un coup de tonnerre. Un murmure de choc et d'incrédulité traversa les rangs. Les têtes se tournèrent, les yeux s'agrandirent. Edwin Frobisher fit un pas en avant, son visage s'assombrissant sous l'effet d'une colère à peine contenue. « C'est insensé, » dit-il sèchement. « Mon frère est mort, et il repose devant nous. Quelqu'un, ramenez cette femme chez elle, elle est clairement confuse. » Poirot, cependant, s'avança et s'agenouilla près de la veuve bouleversée. « Madame, vous dites que ce n'est pas Albert Frobisher. » Sa voix était douce, mais un tranchant indéniable s'y glissait, semblable à un scalpel tranchant à travers le brouillard de l'incertitude. La femme s'accrocha à son bras. « Je connais Albert depuis son enfance. Je l'ai vu l'an dernier, avant qu'il ne tombe malade. Et ça, ce n'est pas lui. » Quelques rires gênés fusèrent parmi les endeuillés, tentant d'éloigner le malaise qui s'installait sur la cérémonie comme un visiteur indésirable. « Je suis désolé, madame, mais vous devez vous tromper, » dit Edwin, sa voix se forçant à la maîtrise. « C'est mon frère, identifié par moi-même et le médecin. » Poirot se releva,
époussetant la terre sur son pantalon. Son expression resta impassible, mais Hastings, qui connaissait bien ce regard, ressentit un frisson d'inquiétude. « Une étrange méprise, non ?» murmura Poirot. « Ou peut-être, pas une méprise du tout. » Le brouhaha n'avait pas encore faibli lorsque le regard de Poirot se posa sur l'entrepreneur des pompes funèbres, un homme grand et maigre à la calvitie naissante. Il se tenait à quelques pas de la tombe, serrant son chapeau, comme s'il s'agissait d'une ancre le rattachant au sol. Ses doigts tressaillirent, ses yeux vacillèrent vers le cercueil. Poirot s'approcha de lui, à pas mesurés. « Monsieur, je me demande si vous pourriez rassurer cette brave dame. Vous pouvez certainement confirmer, sans l'ombre d'un doute, qu'il s'agit bien d'Albert Frobisher ?» L'entrepreneur hésita, se léchant les lèvres. « Bien sûr, monsieur Poirot. Le corps de monsieur Frobisher a été préparé avec le plus grand soin. Il ne peut y avoir aucun doute. » « Aucun doute du tout ?» La voix de Poirot était légère, presque amusée. L'entrepreneur se tortilla sur place. Les personnes en deuil, parfois, elles se trompent de visage, vous comprenez? Le temps qui passe, la maladie, cela peut changer l'apparence d'un homme. Poirot hocha la tête, mais ses yeux perçants avaient déjà relevé la contradiction. La veuve avait affirmé avoir vu Albert l'année précédente. À peine assez de temps pour une transformation aussi radicale. Il laissa le moment s'étirer, observant l'entrepreneur éviter son regard. « Bien, » dit enfin Poirot. « Je suis sûr que tout est en ordre. » L'entrepreneur se détendit légèrement, mais Poirot en avait déjà vu assez. Alors que la cérémonie touchait à sa fin et que la foule commençait à se disperser, Poirot resta près de la tombe, son regard fixé sur le cercueil. Hastings, désormais habitué à l'habitude de Poirot de remarquer des détails qui échappaient aux autres, attendit patiemment. « Eh bien, Poirot ?» demanda-t-il enfin. Poirot tapota son menton du bout du doigt. « Curieux, mon ami. Très curieux, en effet. »« Quoi donc ? Ce cercueil, il est plus grand que nécessaire. Presque comme s'il avait été conçu pour un homme d'une autre stature. » Hastings fronça les sourcils. « Mais cela ne signifie sûrement rien. » Poirot sourit légèrement. « Peut-être. Et pourtant, notre entrepreneur anxieux semblait bien trop pressé de balayer l'affirmation de la veuve. Il marqua une pause. « Dites-moi, Hastings, lorsque vous avez observé le corps dans le cercueil ouvert avant l'enterrement, qu'avez-vous remarqué ?» Hastings hésita. « Eh bien, pour être franc, je n'y prêtais pas vraiment attention. » Poirot soupira. « Ah, mon cher Hastings, les détails, toujours les détails, et le plus grand détail de tous. » Sa voix baissa d'un ton. « Un homme qui meurt de maladie devrait en montrer les signes, non ?» Une lueur de compréhension traversa le regard de Hastings. « Vous voulez dire ?» Poirot hocha lentement la tête, satisfait. « Oui, Hastings. Je crois que notre cher défunt, Albert Frobisher, n'était peut-être pas aussi mort qu'on l'a supposé. » Un silence pesant s'installa entre eux, chargé du poids du mystère. Puis, comme en réponse à leurs doutes, un employé des pompes funèbres arriva, en courant vers eux, le visage blême. « Messieurs, monsieur Poirot, quelque chose de terrible est arrivé. » Poirot se retourna, son regard s'aiguisant. « Parlez, mon ami. » L'homme déglutit avec difficulté. « La tombe, elle a été profanée. Le cercueil est vide. » Les lèvres de Poirot se pincèrent en une fine ligne. Il échangea un regard avec Hastings, dont les yeux s'écarquillèrent sous l'effet du choc. « Ah !» murmura-t-il. « Maintenant, le jeu commence. » Ce soir-là, alors que la pluie lourde de Londres tambourinait contre les fenêtres du modeste mais impeccablement ordonné logement de Poirot, Hastings
remuait son thé avec un froncement de sourcils pensif. Une affaire bien étrange, Poirot, réfléchit-il à voix haute. Cette veuve, elle semblait absolument convaincue. Et pourtant, un membre de la famille ne serait-il pas le mieux placé pour savoir la vérité? Poirot, assis avec sa précision habituelle, ne répondit pas immédiatement. Ses doigts traçaient un motif invisible sur le bois poli de son bureau. Son silence n'était pas celui de la distraction, mais de la réflexion minutieuse. À ce moment-là, la sonnette retentit. Hastings posa sa tasse et alla ouvrir. Un garçon, pas plus âgé de 12 ans, se tenait sur le seuil, sa casquette dégoulinant de pluie. Sans un mot, il tendit une petite enveloppe non marquée dans la main de Hastings, avant de disparaître dans la nuit. Hastings referma la porte, le front plissé. « Qu'est-ce que c'est » Poirot tendit la main et prit délicatement l'enveloppe. Il l'ouvrit d'un coup de couteau à papier et en retira une feuille de papier unique. Le message, écrit d'une écriture irrégulière et nerveuse, fit frissonner l'atmosphère de la pièce. Un homme mort marche. Trouvez la vérité avant le second enterrement. Un instant, aucun des deux ne parla. Puis Hastings laissa échapper un rire nerveux. « Bon sang, Poirot, c'est absurde. »« Non, mon ami, » dit Poirot d'une voix calme, ses yeux brillants d'un éclat acéré. « Ce n'est pas absurde, c'est précis. » Il tapota le papier. Un homme mort marche. Quelqu'un croit qu'Albert Frobisher n'a pas seulement été enterré à tort, mais qu'il n'était peut-être pas mort du tout lorsqu'il est allé sous terre. Hastings frissonna. « C'est macabre. » Poirot se leva, posant la lettre sur son bureau, avec un soin délibéré. « C'est, comme vous le dites, fort troublant. Et pourtant, j'ai appris que la vérité, une fois révélée, est souvent plus terrible encore que notre imagination ne le permet. » Un coup sec à la porte interrompit leur échange. Cette fois, ce n'était pas un jeune messager, mais un fossoyeur du cimetière de Brompton, le visage pâle et perlé de sueur. « Monsieur Poirot » balbutia l'homme en retirant sa casquette. « Il se passe quelque chose d'étrange au cimetière, quelque chose d'anormal. » Le cimetière était désert, à l'exception du fossoyeur solitaire qui les guida à travers les allées sinueuses. Leurs lanternes vacillaient, projetant des ombres ondoyantes sur les pierres tombales. « C'était il y a environ 1 heure » chuchota l'homme. « Je terminais mon travail près du mausolée quand j'ai vu un mouvement près de la tombe de M. Frobisher. Une silhouette sombre, quelqu'un creusait. » Hastings laissa échapper un sifflement bas. « Des pilleurs de tombes » Poirot secoua la tête. « Les pilleurs de tombes cherchent des objets de valeur, mon ami. » Mais si, cette fois, ils cherchaient autre chose. Ils approchèrent du lieu de l'enterrement. L'air était chargé de l'odeur humide de la terre fraîchement retournée. Le monticule de terre recouvrant le cercueil était irrégulier, des mottes éparpillées çà et là. Le fossoyeur hésita, jetant un regard inquiet à Poirot. « Je n'ai pas osé m'approcher, monsieur. Mais je vous jure que j'ai entendu quelque chose, un bruit de raclement, comme si on forçait le couvercle du cercueil. » Poirot s'avança, ses yeux perçants scrutant le sol. Puis, il s'agenouilla et pressa une main gantée contre la terre remuée. Une fine ligne, une marque d'effraction, était visible le long des bords de la tombe. « Mon Dieu !» murmura Poirot. « C'est pire que je ne le craignais. » Hastings déglutit. « Que voulez-vous dire ?» Poirot se releva, époussetant la terre de ses doigts. L'affirmation de la veuve n'était pas simplement l'erreur d'une vieille femme, Hastings. Quelqu'un enterré dans cette tombe n'y avait pas sa place. Et maintenant, quelqu'un est venu le récupérer. Poirot fit un signe
au fossoyeur. Apportez-moi une pelle, mon ami. Nous devons confirmer ce que je soupçonne déjà. Quelques minutes plus tard, sous l'éclat vacillant de la lanterne, ils creusèrent en silence, le souffle court, jusqu'à atteindre le cercueil. Hastings, essoufflé, hésita avant de poser les mains sur le couvercle. Poirot lui adressa un bref hochement de tête. « Ouvrez-le !» Prenant une profonde inspiration, Hastings souleva le couvercle. Le grincement du bois résonna dans l'air nocturne. Puis, il se figea. Le cercueil était vide. Hastings recula en titubant. « Mais c'est impossible !» L'expression de Poirot était grave. « Impossible ? Non, mon ami, mais certainement des plus inquiétantes. » Il désigna la tombe profanée. « Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour retirer ce corps avant que nous puissions découvrir la vérité. » Hastings ne pouvait qu'observer, abasourdi. « Poirot. Où est Albert Frobisher ?» Poirot joignit ses doigts, son regard se rétrécissant. « Voilà, Hastings, la question sur laquelle repose toute cette affaire. Mais une chose est désormais certaine. Les funérailles d'Albert Frobisher n'étaient que le premier acte d'une tromperie bien plus vaste. Le vent glacé hurlait entre les arbres, tandis que les trois hommes restaient figés devant la tombe vide. Le poids d'un cadavre disparut pesant sur eux comme le silence des morts. Le domaine Frobisher se dressait devant eux, sa grande façade intacte par le passage du temps, mais portant néanmoins le poids de l'absence de son propriétaire. L'allée menant à la maison était bordée de haies parfaitement taillées, un contraste frappant avec le silence oppressant qui semblait envelopper les lieux. Poirot et Hastings descendirent de la voiture, leurs pas résonnant nettement sur le gravier. Un majordome, raide de formalité, les conduisit à travers les couloirs faiblement éclairés jusqu'au salon, où les attendait Edwin Frobisher. Edwin, un homme d'une quarantaine d'années, se tenait près de la cheminée, une main posée sur le manteau. Son visage, anguleux et sévère, ne trahissait aucun chagrin, seulement une impatience contenue. « Messieurs, » les salua-t-il d'un ton sec, « je suppose que vous venez au sujet de ce malheureux incident lors des funérailles de mon frère ?» Poirot incline la tête. « En effet, monsieur Frobisher, une affaire des plus intrigantes, non ? Il n'y a rien d'intrigant là-dedans, » répondit Edwin avec raideur. « Une femme sous le choc, une erreur d'identification, rien de plus. Mon frère est mort, et il a été enterré comme il se doit. » L'expression de Poirot resta impassible. « Et pourtant, je me trouve fort curieux. Dites-moi, mon cher, quand avez-vous vu votre frère vivant pour la dernière fois ?» Les yeux d'Edwin vacillèrent, une hésitation furtive masquée sous une indifférence feinte. « Une semaine avant son décès, » répondit-il. « Il était gravement malade, il n'y avait aucun doute sur son état. » Le regard de Poirot s'attarda sur lui, un instant avant qu'il ne murmure. « Aucun doute du tout, monsieur. Quelle chance pour vous. » Edwin se dirigea vers la carafe posée sur une table d'appoint et se versa un verre d'une main parfaitement maîtrisée. « Je comprends qu'il y ait des spéculations, » dit-il, « mais je vous assure que mon frère était mort avant que nous ne l'enterrions. Le médecin l'a certifié. J'ai moi-même vu le corps. » Hastings, debout à côté de Poirot, croisa les bras. « Alors comment expliquez-vous l'affirmation de la veuve? Une femme octogénaire, à la vue déclinante et à l'esprit sujet à la confusion ?» Edwin ricana. « Je doute qu'il soit nécessaire d'en dire davantage. Elle s'est simplement trompée. » Poirot hocha lentement la tête. « Peut-être. Et pourtant, il y a cette lettre anonyme, n'est-ce pas? Un homme mort marche. Une plaisanterie des plus inhabituelles. Si plaisanteries il y a. » Les doigts d'Edwin se crispèrent, légèrement autour de son verre, mais il conserva son sang-froid.
Les gens inventent toutes sortes d'absurdités lorsqu'un homme riche meurt. Sensationnalisme, querelles d'héritage, rumeurs infondées. Je ne leur accorderai aucun crédit. Poirot l'étudia longuement. « Vous êtes donc absolument certain que votre frère reposait bien dans ce cercueil ?»« Sans l'ombre d'un doute, » déclara Edwin fermement. « Et j'aimerais que cette affaire soit enfin enterrée, comme mon frère. » Poirot esquissa un sourire mince. « Enterrée. Ah, comme j'aimerais que cela soit vrai, monsieur Frobisher. » Un léger raclement de gorge attira leur attention vers l'entrée. Miss Langley, la gouvernante, se tenait là, les mains jointes, le visage pâle et tendu. « Veuillez m'excuser, monsieur, » dit-elle en s'adressant à Edwin. « J'ai pensé que monsieur Poirot aimerait peut-être une tasse de thé. » Poirot se tourna vers elle avec intérêt. « Ah, mademoiselle Langley, vous étiez au service de monsieur Albert, n'est-ce pas ?» Elle hocha vivement la tête. « Oui, monsieur, depuis presque 10 ans. » Poirot l'observa attentivement. Son regard vacilla vers Edwin, avant de se fixer sur le plateau qu'elle portait, comme si elle redoutait de croiser ses yeux. « Une femme avec des secrets, » pensa Poirot. Il lui fit signe de poser le plateau. « Dites-moi, mademoiselle, » poursuivit Poirot d'un ton faussement léger, « comment était monsieur Albert dans ces derniers jours ?» Elle hésita. Il était malade, bien sûr, mais il travaillait encore, restait dans son coin. Restait dans son coin, répéta Poirot. Comme c'est intéressant. Et pourtant, on pourrait s'attendre à ce qu'un homme proche de la mort cherche du réconfort, non? Les mains de Miss Langley tremblèrent légèrement. Edwin parle avant qu'elle ne puisse répondre. « Je ne vois pas en quoi cela est pertinent, » dit-il sèchement. « Miss Langley, c'est tout. » Poirot lui lança un regard rassurant. « Mademoiselle, si vous vous souvenez de quoi que ce soit qui pourrait être important, vous me le direz, oui ?» L'espace d'un instant, elle parut prête à parler. Mais après un regard vers Edwin, elle baissa simplement la tête. « Oui, monsieur, » murmura-t-elle avant de s'éclipser. Poirot soupira. « Quelle loyauté !» murmura-t-il. « Mais envers qui ?» Quelques minutes plus tard, le notaire de la famille, M. Alistair Graves, arriva. Un homme méticuleux, portant des lunettes à monture fine. Il avait l'air de quelqu'un qui avait vu bien trop de querelles parmi les riches. « Monsieur Poirot, » dit Graves en ajustant ses lunettes, « je crois comprendre que vous avez des questions concernant les affaires du défunt monsieur Frobisher. »« En effet, monsieur Graves, » répondit Poirot avec aisance. « Mais ma plus grande question ne concerne pas tant ses affaires que son passé. » Graves se racla la gorge. « Oui? Eh bien, il y a quelque chose que vous devriez savoir. Monsieur Frobisher avait déjà été déclaré légalement mort auparavant. » Hastings écarquilla les yeux. Déclaré mort. Edwin, jusque-là impassible, se raidit brusquement. « Vous n'étiez pas censé en parler. » Les yeux de Poirot brillèrent. « Ah, mais maintenant, vous devez, monsieur Graves, je vous en prie, éclairez-moi. » Graves hésita, puis parla. « Il y a 3 ans, monsieur Albert Frobisher a été présumé noyé dans un naufrage. Les autorités ont retrouvé des débris, mais aucun corps. Après les procédures nécessaires, il a été déclaré décédé, et monsieur Edwin a hérité du domaine. » Poirot tapota son menton du bout des doigts. Et pourtant, comme nous le savons, monsieur Albert était bel et bien vivant. Dites-moi, monsieur Edwin, n'était-ce pas gênant de voir son frère revenir d'entre les morts, alors qu'on avait déjà pris sa place? La mâchoire d'Edwin se contracta. « C'est absurde, » Graves, décontenancé, poursuivit. « Monsieur Frobisher a dû se battre pour récupérer sa fortune. Il y a eu des batailles juridiques, bien sûr, mais finalement, tout lui a été restitué. » Poirot incline la tête. « Sauf la paix, non ?
Un silence tomba sur la pièce. Poirot tapota pensivement ses doigts contre le bras de son fauteuil. Un homme déclaré mort une première fois, murmura-t-il, et maintenant enterré à nouveau. Mais si, cette fois, ce n'était pas Albert Frobisher qui reposait dans cette tombe. Edwin se leva brusquement. « J'en ai assez de tout cela. Mon frère est mort. Si vous voulez poursuivre des ombres, Monsieur Poirot, faites-le ailleurs. » Poirot resta assis, son expression impénétrable. « Oh, Monsieur Frobisher, dit-il doucement, je ne poursuis pas des ombres, je suis des empreintes, et les vôtres, je pense, mènent vers quelque chose de très intrigant. » Edwin pivota sur ses talons et quitta la pièce. Hastings expira, secouant la tête. Un naufrage, des batailles juridiques, maintenant une seconde mort. Qu'en pensez-vous, Poirot? Poirot redressa ses manchettes avec soin. Mon ami, j'en fais un mystère. Et les mystères, comme vous le savez, ne se reposent pas tant qu'ils ne sont pas résolus. Poirot était assis avec une posture méticuleuse dans le bureau des archives, ses doigts tapotant légèrement le bois poli du bureau, pendant que le greffier fouillait dans des piles de documents. Hastings, moins patient, se pencha en avant. « Êtes-vous certain de cela, Poirot ?» Albert Frobisher était un homme fortuné. Pourquoi diable aurait-il gardé un appartement secret à Soho? Poirot joignit ses doigts. « Mon ami, lorsqu'un homme a des secrets, il ne les cache pas au grand jour. Il les enfouit, loin des regards de ceux qui croient le connaître. » Le greffier revint, enfin, déposant un dossier mince devant Poirot. « Le voici, monsieur, loué sous le nom d'Arthur Fields, mais les paiements remontent au compte de monsieur Frobisher. » Les yeux de Poirot brillèrent, tandis qu'il parcourait les détails. Un alias des plus intéressants, Hastings, Arthur Fields, Albert F. Hastings siffla doucement. Donc il menait une double vie. Mais pourquoi? Et que cachait-il là-bas? Poirot referma le dossier d'un claquement discret. Voilà, mon cher, précisément ce que nous devons découvrir. Une heure plus tard, ils se tenaient devant une porte, étroite et banale, au cœur de Soho. Poirot tourna la clé et entra. L'air était rassis, la pièce étrangement figée dans le temps. Une vie tenue en secret, figée sous la poussière. Le regard de Poirot parcourut la pièce. Albert Frobisher ne se cachait pas simplement ici. Il se préparait à quelque chose. La question est, était-ce une fuite, ou bien quelque chose de bien plus sinistre? Poirot se déplaça avec précaution, ses mains effleurant légèrement le bureau, les étagères, la table d'écriture. Hastings, moins délicat, ouvrit les tiroirs avec efficacité. « Il n'y a pas grand-chose ici, Poirot, juste quelques factures, des lettres et... » Il s'arrêta net, soulevant une feuille de papier. « Attendez une seconde, ceci semble inachevé. » Poirot prit la lettre, ses yeux parcourant les mots avec une intensité croissante. L'écriture était précipitée, l'encre légèrement bavée. « J'ai été un imbécile, je le vois maintenant. Il n'y a personne en qui je puisse avoir confiance, pas même. » La phrase s'interrompait brusquement. Poirot passa un doigt, ganté, sur la page. Il a cessé d'écrire soudainement. Pourquoi? Hastings fronça les sourcils. Qui allait-il nommer? Poirot replia soigneusement la lettre. Quelqu'un de proche, mon ami. Quelqu'un en qui il avait une confiance absolue, jusqu'au moment où il a réalisé son erreur. Hastings se tortilla légèrement, mal à l'aise. Vous pensez qu'il comptait s'enfuir? L'expression de Poirot s'assombrit. Peut-être. Ou peut-être savait-il que fuir ne suffirait pas. Il balaya la pièce du regard, une fois de plus. Albert Frobisher craignait pour sa vie. Mais la peur, Hastings, ne suffit pas toujours à sauver un homme.
Puis le regard de Poirot se posa sur le sol, et il se figea. « Hastings, murmura-t-il, apportez-moi la lampe. » À la lueur vacillante de la lanterne, Poirot s'accroupit, pressant légèrement un mouchoir contre le parquet. Il le souleva, révélant une tache sombre. Hastings déglutit. « C'est du sang, » confirma Poirot. « Et pas ancien, Hastings, frais. » Hastings regarda autour de lui, sa voix baissant instinctivement. Qu'est-ce que cela signifie? Poirot se releva lentement, son regard insondable. Cela signifie, mon ami, qu'Albert Frobisher n'a pas simplement disparu, il a été enlevé. Un silence pesant s'installa. Puis, avec une certitude glaciale, Poirot ajouta « Et je crains qu'il ne soit jamais sorti d'ici vivant. » La pièce, déjà silencieuse, sembla devenir encore plus froide. Le bar était un endroit faiblement éclairé, niché entre des ruelles étroites où le vent murmurait des secrets. Poirot et Hastings pénétrèrent à l'intérieur, une odeur persistante de tabac et de bière, éventée flottant dans l'air. Le barman, un homme massif aux manches retroussées, astiquait distraitement un verre alors qu'ils approchèrent. « Vous êtes le détective, alors ?» demanda-t-il, sa voix rocailleuse marquée par des années d'alcool et de fumée. Poirot incline légèrement la tête. « Oui, monsieur. Je crois comprendre que vous avez des informations concernant monsieur Albert Frobisher. » Les yeux du barman se dirigèrent furtivement vers la porte, comme s'il évaluait qui pourrait écouter. Puis, baissant la voix, il déclara « Je l'ai vu. » Hastings se raidit. « Vous avez vu Albert Frobisher après ses funérailles ?» L'homme hocha la tête. « Aussi clairement que je vous vois. Il était venu ici, il y a 2 nuits. Il s'est assis dans ce coin-là. Il désigna une banquette plongée dans l'ombre. Il n'a presque rien dit. Il avait l'air inquiet, comme un homme avec le diable à ses trousses. » Poirot l'observa attentivement. « Et vous en êtes absolument certain, monsieur? » Il n'y a aucune possibilité d'erreur. Le barman posa le verre avec un bruit sourd. « Je travaille debout ici depuis assez longtemps pour me souvenir des visages, monsieur, je le jurerai. » Poirot échangea un regard avec Hastings. Si le barman disait vrai, alors Albert Frobisher avait bel et bien marché parmi les vivants, après son propre enterrement. Mais la vérité, Poirot le savait, était une chose fragile, facilement déformée par la peur. Un silence pesant s'installa avant que le barman n'expire bruyamment, se frottant les tempes. « Attendez, » marmonna-t-il, « peut-être que je me suis trompé. » Hastings fronça les sourcils. « Trompé? Vous venez de dire... » « Je sais ce que j'ai dit, » coupa l'homme, mais en y repensant, c'était peut-être quelqu'un qui lui ressemblait seulement. La lumière est mauvaise ici, et il gardait la tête baissée. J'ai peut-être fait une erreur. Le regard de Poirot se fit plus perçant. Ou bien peut-être vous venez soudainement de vous rappeler que les morts ne quittent pas les tavernes, et cela vous effraie. Le barman avala sa salive, son regard s'égarant une nouvelle fois vers l'entrée. Poirot se pencha légèrement vers lui. « Quelqu'un vous a ordonné d'oublier ce que vous avez vu, n'est-ce pas ?» L'homme hésita, puis secoua la tête, forçant un rire nerveux. « Personne ne m'a rien dit. J'ai peut-être simplement imaginé tout ça, voilà tout. » Poirot soupira, se redressant. « Très bien, monsieur. Si jamais votre mémoire devient plus claire, vous me le ferez savoir, oui. » Le barman hocha la tête d'un mouvement sec, mais Poirot savait mieux que quiconque que la peur était un puissant moyen de persuasion, et quelqu'un avait manifestement fait en sorte que cet homme craigne de dire la vérité. La résidence Remington était une élégante demeure vieillissante, dont la splendeur s'était fanée avec le temps. Un homme en costume impeccable ouvrit la porte, ses cheveux argentés plaqués en arrière avec un soin méticuleux. Monsieur Poirot,
Je présume. Sa voix était suave, mais une pointe de dureté se cachait sous la courtoisie. On m'a dit que vous pourriez passer. Poirot incline légèrement la tête. Monsieur Remington, votre réputation vous précède. Remington fit un geste en direction du salon. Je crains de ne pas avoir beaucoup de temps pour les politesses, messieurs. Que souhaitez-vous savoir? Poirot s'installa avec la précision habituelle qui lui était propre. Monsieur Albert Frobisher, vous le connaissiez, n'est-ce pas? L'expression de Remington resta impassible. Nous étions en affaires. Le regard de Poirot ne vacilla pas. En affaires au point qu'il vous ait confié certaines transactions. Oui? Un bref éclat traversa le visage de Remington. Albert était impliqué dans de nombreux projets, monsieur Poirot. Je ne prétendrai pas tous les connaître. Poirot esquissa un léger sourire. Ah, mais un nom ressort. Victor Lasalle. L'air dans la pièce sembla se figer. Remington se raidit, son indifférence calculée se fissurant l'espace d'un instant. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, » dit-il sèchement. Poirot se contenta de l'observer. Remington soupira, se levant brusquement pour se verser un verre. Albert était un imbécile, marmonna-t-il. Il s'est aventuré trop loin. Hastings se pencha en avant. Trop loin avec qui? Remington fit tourner le liquide ambré dans son verre, sa voix devenant plus grave. Avec un homme qui ne pardonne ni les dettes, ni les trahisons. Victor Lasalle. Le nom tomba dans la pièce, comme une pierre dans un puits sans fond. Remington avala son verre d'un trait et posa le verre avec un bruit feutré. « Vous ne devriez pas fouiller du côté de Lasalle, monsieur Poirot ?» Poirot ajusta ses manchettes. « Ah, mais je crains que ce ne soit déjà le cas. » Remington expira brusquement. « Alors vous feriez mieux d'être prudent. Lasalle n'est pas un simple criminel. C'est une force, une ombre qui se déplace à sa guise, ne laissant derrière elle que des ruines. » Hastings se fronça les sourcils. « Et vous pensez qu'Albert Frobisher avait des affaires avec lui ?» Remington laissa échapper un rire sans joie. « Je ne le pense pas, capitaine Hastings, je le sais. » Poirot l'observa. « Et pourtant, vous gardiez le silence jusqu'à aujourd'hui. » Les lèvres de Remington se pincèrent en une ligne fine. « Parce que cela n'a plus d'importance. Albert est mort. » Poirot se pencha légèrement en avant. « Ou bien, c'est ce que l'on veut nous faire croire. » Remington se tendit. « Que sous-entendez-vous » La voix de Poirot resta calme, mais un éclat d'acier s'y glissa. Qu'Albert Frobisher, dans ces derniers jours, a compris qu'il avait commis une erreur fatale, qu'il souhaitait échapper à Lasalle, et que, peut-être, juste peut-être, il en a payé le prix ultime. Un silence pesant s'étira entre eux. Enfin, Remington déclara « Si c'est le cas, monsieur Poirot, alors vous arrivez trop tard, parce que personne n'échappe à Victor Lasalle. » Poirot se leva, ajustant son manteau. « Non, monsieur, mais il y a toujours une chose qu'un homme comme Lasalle ne peut pas contrôler. » Remington haussa un sourcil. « Et qu'est-ce donc ?» Les yeux de Poirot brillèrent. La vérité. La pièce plongea dans un silence malaisé. Dehors, la ville bourdonnait de vie, mais entre ses murs, l'ombre d'un homme que l'on croyait enterré depuis longtemps commençait à remuer de nouveau. L'air nocturne était frais et humide lorsque Poirot et Hastings sortirent de la demeure de Remington. La rue était calme, à peine troublée par l'écho lointain de quelques pas. Hastings resserra les pans de son manteau. « Je n'aime pas cette affaire, Poirot. Si ce que Remington dit est vrai, nous avons affaire à des hommes dangereux. » Poirot hocha la tête pensivement. « Oui, mon ami. Et lorsque des hommes dangereux sentent que leurs secrets sont menacés, ils deviennent particulièrement vigilants. » Hastings hésita,
puis jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. En parlant de vigilance, j'aurais juré que nous étions suivis. L'expression de Poirot resta impassible, mais sa voix s'abaissa d'un ton. « Vous avez un bon instinct, Hastings. On nous suit depuis que nous avons quitté la maison de Remington. » Hastings se raidit. « Vous le saviez ?» Poirot sourit. « Mais bien sûr, le rythme des pas, mon cher. Notre poursuivant marche lorsque nous marchons, ralentit lorsque nous ralentissons. Ce n'est pas la démarche d'un simple passant. » Hastings déglutit. « Que faisons-nous » Poirot ajusta ses gants. « Nous ne faisons rien, pour l'instant. Un homme qui suit dans l'ombre souhaite rester invisible. Laissons-le croire qu'il l'est, n'est-ce pas ?» Ils poursuivirent leur marche à un rythme régulier, bifurquant vers une rue plus étroite. La voix de Poirot n'était qu'un murmure. Et lorsque le moment sera venu, Hastings, nous verrons qui ose observer le grand Hercule Poirot. De retour à son logement, Poirot ne perdit pas de temps et s'empara des documents financiers qu'il avait récupérés plus tôt. Hastings, toujours en train de jeter des coups d'œil anxieux vers la fenêtre, comme s'il s'attendait à voir d'ailleurs surgir leur mystérieux poursuivant, poussa un soupir en s'affalant dans un fauteuil. « Je ne vois pas en quoi des relevés bancaires nous aideront maintenant, Poirot. » Poirot leva simplement un doigt. « Patience, mon ami. » Il parcourut les chiffres avec précision, son front se plissant à peine. Puis, dans un murmure, il posa les documents. Très intéressant. Hastings se pencha. « Quoi donc ?» Poirot tapota la page. Monsieur Albert Frobisher, un homme de fortune et d'influence, n'avait absolument plus rien sur ses comptes au moment de sa prétendue mort. Hastings fronça les sourcils. Il était ruiné. Poirot secoua la tête. « Non, mon ami, un homme est ruiné lorsqu'il perd son argent. Ici, cela a été fait intentionnellement. Les comptes ont été vidés dans les jours précédant ses funérailles. » Les yeux de Hastings s'écarquillèrent. « Donc il comptait fuir ?» L'expression de Poirot s'assombrit. Peut-être, ou peut-être Hastings, que quelqu'un a veillé à ce que lorsqu'Albert Frobisher soit mis en terre, il n'emporte pas un sou avec lui. Un coup à la porte les interrompit. Hastings se leva, mais Poirot leva la main. « Permettez-moi, mon ami. » Il ouvrit la porte. Il n'y avait personne, seulement une petite enveloppe, déposée soigneusement sur le seuil. Poirot la ramassa, ses doigts effleurant le sceau. Son regard demeura impénétrable tandis qu'il retournait l'enveloppe et l'ouvrait avec précaution. À l'intérieur, il trouva une seule photographie. Hastings se pencha par-dessus son épaule. Bon sang! La photographie était granuleuse, prise de loin, mais la silhouette qu'elle montrait était indéniable. Albert Frobisher, vêtu d'un manteau sombre, marchant dans ce qui ressemblait à une gare. Poirot l'examina longuement avant de parler. « Cette photo a été prise hier. » Hastings laissa échapper un souffle. « Poirot, c'est impossible. » Les doigts de Poirot se crispèrent légèrement autour des bords de l'image. « Non, Hastings, c'est tout à fait possible. » Il retourna la photo. Une phrase griffonnée à l'encre noire y figurait. « Vous cherchez dans la mauvaise tombe. » Hastings pâlit. « Mais qu'est-ce que cela signifie, bon sang ?» Poirot posa délicatement la photographie sur la table. Sa voix, lorsqu'il répondit, était basse, mais empreinte d'une certitude absolue. « Cela signifie, Hastings, que notre mystère ne fait que commencer. » Les eaux de la Tamise avaient toujours gardé leur secret, mais en ce matin particulier, elles en révélèrent un des plus troublants. Scotland Yard avait été appelé sur une rive désolée du fleuve, où un cadavre gonflé par l'eau avait été repêché. Les officiers parlaient à voix basse, mais lorsque l'inspecteur Japp arriva,
Sa rudesse habituelle semblait teintée d'un certain malaise. « Poirot, grogna-t-il, dissimulant mal son exaspération, vous avez le don d'apparaître dès qu'un crime odieux est commis. » Poirot incline la tête. « Ah, mon cher Japp, ce n'est pas moi qui cherche les mystères, ce sont eux qui cherchent Hercule Poirot. » Son regard tomba sur le corps recouvert d'un drap, et sa voix s'adoucit. « Et qu'avons-nous là ?» Japp fit un signe à un agent, qui hésita, avant de tirer doucement le tissu. Hastings inspira brusquement. « Bon sang, c'est Albert Frobisher. » Le visage, bien qu'altéré par l'eau, était indéniable. Albert Frobisher, que l'on avait enterré quelques jours plus tôt, gisait devant eux une nouvelle fois. L'expression de Japp se durcit. « J'ai fait vérifier par mes hommes. Il n'y a aucun doute, cet homme est mort il y a moins de 2 jours. » Les yeux de Poirot s'assombrirent. « Alors, mon ami, la question est évidente. Qui avons-nous enterré à sa place ?» Le médecin légiste, un homme mince à lunettes et aux gestes précis, confirma ce que Japp suspectait déjà. « Cet homme est décédé il y a environ 48 heures, » déclara-t-il en consultant son rapport. La cause de la mort semble être un traumatisme crânien, probablement infligé avant qu'il n'entre dans l'eau. Hastings fronça les sourcils. « Mais comment est-ce possible ? Nous avons assisté à ses funérailles. » Poirot hocha la tête. En effet, ce qui signifie que l'homme que nous avons vu dans le cercueil n'était pas Albert Frobisher, sa mort, son enterrement. Tout cela n'était qu'une illusion, une mise en scène exécutée avec le plus grand soin. Japp passa une main sur son visage. « Où cela nous mène-t-il ? Si c'est bien Frobisher, nous devons savoir qui a été enterré à sa place. » Le regard de Poirot s'affûta. « Oui, et pour cela, mon cher Japp, une seule solution s'impose. » Japp soupira. « Ne me dites pas une exhumation ?» Poirot joignit les doigts. « C'est la seule manière de révéler la vérité, n'est-ce pas ?» Le cimetière n'avait pas changé depuis le jour des funérailles, mais la tombe auprès de laquelle il s'était tenu revêtait désormais une signification bien plus sombre. Avec l'autorisation de Scotland Yard, l'exhumation fut menée sous le regard attentif de Poirot, Hastings et Japp. Les fossoyeurs travaillaient en silence, le visage tendu. Lorsque le cercueil fut extrait de la terre, le regard acéré de Poirot ne vacilla pas. « Allez-y, messieurs, » ordonna-t-il doucement. Le couvercle fut soulevé, et Hastings sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine, en regardant à l'intérieur. Le corps qui reposait là n'était pas Albert Frobisher. C'était un homme de stature similaire, mais dont les traits étaient inconnus, et dont les vêtements semblaient mal ajustés. « Mon Dieu !» murmura Poirot, les yeux plissés. « Nous avons découvert la plus grande des supercheries, un corps dissimulé à la vue de tous. » Japp expira brusquement. « Qui diable est-ce » Le regard de Poirot balaya la silhouette, scrutant chaque détail. Puis il pointa un élément précis. « Observez, Japp, les mains, cicatrisées, rugueuses. Cet homme n'était pas un homme d'affaires. C'était un homme habitué à un tout autre genre de travail. » Japp plissa les yeux. « Vous voulez dire un criminel ?» Poirot se redressa. « Je veux dire, mon cher, que notre second défunt pourrait bien être la clé pour comprendre pourquoi Albert Frobisher devait mourir. » Alors que le corps était examiné de plus près, Poirot désigna l'avant-bras du défunt, une marque fanée mais reconnaissable, un serpent enroulé autour d'une dague. Les yeux de Japp s'agrandirent. « Je connais ce symbole. C'est l'emblème de la main noire, une organisation criminelle impliquée dans la contrebande et l'extorsion. » Hastings laissa échapper un souffle. « Alors, Albert Frobisher
était impliqué dans quelque chose de bien plus dangereux que nous ne l'imaginions. Poirot hocha la tête. Oui, cet homme, qui qu'il soit, a été placé dans le cercueil pour masquer le véritable destin d'Albert. Mais la question demeure. Albert a-t-il orchestré cette mise en scène, ou en était-il la victime? Japp serra les mâchoires. Dans tous les cas, quelqu'un a fait des pieds et des mains pour brouiller les pistes. Poirot ajusta ses manchettes. En effet, mon cher Japp, et pourtant, la vérité, elle a cette fâcheuse habitude de remonter à la surface, tout comme ce corps l'a fait dans la Tamise. Il se tourna, son expression impénétrable. Nous devons maintenant nous poser la seule question qui compte. Qui a le plus à gagner d'un mort qui marche? Un silence pesant s'installa, chargé de sous-entendus. L'affaire Albert Frobisher n'était plus une simple affaire de tromperie. Elle était devenue un jeu de vie et de mort, avec un véritable maître du crime, encore tapi dans l'ombre. Edwin Frobisher était assis avec raideur dans le salon, ses doigts tambourinant nerveusement contre la coudoir. Son expression était soigneusement maîtrisée, mais Poirot détecta un léger tressaillement au niveau de sa mâchoire, un signe de colère ou d'inquiétude. « Vous devez comprendre, monsieur Poirot, » dit Edwin d'une voix sèche. « Mon frère était un homme compliqué, reclus, secret. Il menait une vie que peu de gens comprenaient. » Poirot haussa un sourcil. « Et par cela, voulez-vous insinuer qu'il menait une double vie ?» Edwin expira brusquement. « Quelle autre conclusion pourrions-nous tirer? Un appartement secret, des affaires avec des criminels, et maintenant, 2 corps liés à lui? Si vous voulez mon avis, Albert n'était pas la victime que vous dépeignez. Il était impliqué dans quelque chose qui nous dépasse. » Hastings fronça les sourcils. « Et pourtant, monsieur Frobisher, c'est bien votre frère qui s'est retrouvé mort. 2 fois. » La mâchoire d'Edwin se crispa. « Peut-être, mais cela ne signifie pas qu'il était innocent. » Poirot l'observa longuement avant de murmurer. « Ou peut-être, monsieur, est-ce précisément parce qu'il était innocent qu'il est mort? » Edwin eut un léger sursaut, presque imperceptible, mais Poirot ne le manqua pas. Il se pencha légèrement en avant. « Dites-moi, monsieur, cela ne vous trouble-t-il pas qu'un homme aussi rusé que vous le décrivez n'ait laissé aucun plan de secours, aucune échappatoire? » Edwin hésita. La voix de Poirot s'adoucit. « Ou bien est-il plus probable que quelqu'un ait fait en sorte qu'il n'ait jamais l'occasion de fuir? » Un silence s'installa. Poirot, satisfait, ajusta ses manchettes. « Venez, Hastings, nous avons encore beaucoup à découvrir. » La découverte du passeport fut une révélation qui fit trembler toute l'enquête. Il avait été retrouvé soigneusement rangé dans le bureau verrouillé d'Albert Frobisher, pristine, intact, mais terriblement accablant. Poirot le retourna dans ses mains, traçant du doigt l'embossage de la couverture. « Intéressant, non ?» Hastings fronça les sourcils. Cela suggère clairement qu'il comptait fuir. Vraiment, la voix de Poirot était douce. Ou bien cela ne fait-il que le paraître? Japp, qui se tenait à côté d'eux, ricana. « Allons, Poirot, cet homme avait un passeport secret sous un faux nom. Que voulez-vous que ça signifie d'autre? » Poirot ouvrit le document avec précaution. « Observez, mon cher Japp. L'encre des tampons, trop fraîche. La photographie, légèrement mal alignée. Et ici, » il tapota le bord de la page. Une tache ou une signature originale a été effacée. Hastings se raidit. « Vous voulez dire que c'est un faux ?» Poirot esquissa un mince sourire. « Précisément. Et un faux créé très récemment. » Il referma le passeport d'un claquement sec. « Dites-moi, mes amis, pourquoi un homme avec de telles ressources fabriquerait-il de nouveaux papiers après avoir déjà disparu? »
Japp fronça les sourcils. « Donc quelqu'un l'a placé là ?» Poirot hocha la tête. « On l'a placé là, pour nous induire en erreur, pour nous faire croire qu'Albert était un fugitif plutôt qu'une cible. » Hastings expira lentement. Alors, celui qui a fait cela voulait s'assurer qu'Albert n'ait personne pour le chercher. La voix de Poirot se fit plus basse, mais empreinte d'une certitude implacable. Non, mon ami, il voulait en s'assurer que, lorsqu'on le retrouverait mort, cela semblerait être une justice plutôt qu'un meurtre. Poirot se tenait devant la cheminée, fixant les braises vacillantes. Hastings l'observait, reconnaissant cette expression, celle d'un homme qui rassemblait les pièces d'un puzzle invisible pour tous, sauf lui. Albert Frobisher, murmura Poirot, était un homme qui en savait trop. Et un homme qui en sait trop est terriblement gênant pour ceux qui veulent rester dans l'ombre. Hastings se pencha en avant. Vous pensez donc qu'il a été réduit au silence? Poirot joignit le bout de ses doigts. Pas simplement réduit au silence, Hastings, effacé, minutieusement et délibérément. Ses comptes vidés, son enterrement une mascarade, un deuxième cadavre placé pour brouiller les pistes. Ce n'était pas un simple meurtre, c'était une orchestration. Japp laissa échapper un soupir. On a donc affaire à quelqu'un de puissant. Poirot hocha la tête. Oui, mon cher, quelqu'un qui ne fait pas d'erreur. Quelqu'un qui s'est assuré qu'Albert Frobisher ne soit pas simplement tué, mais effacé. Un silence pesa dans la pièce. Poirot leva le regard, perçant, assuré. Et pourtant, mes amis, ils ont commis une erreur. Hastings cligna des yeux. Quelle erreur? Poirot sourit, sa voix calme mais pleine de certitude. Ils m'ont sous-estimé. Poirot était assis en contemplation silencieuse, le bout des doigts pressés l'un contre l'autre, tandis que Hastings arpentait la pièce d'un pas nerveux. Le feu crépitait dans l'âtre, projetant des ombres vacillantes sur les étagères chargées de livres. « Ce Victor Lassalle », marmonna Hastings, en fronçant les sourcils. « On dirait que toutes nos pistes nous ramènent à lui. » Poirot hocha lentement la tête. « Oui, mon ami. Et pourtant, c'est un homme de l'ombre, un nom que l'on murmure, jamais écrit, jamais tracé. De tels hommes ne se révèlent pas facilement. » Japp, assis en face d'eux, grogna. « Parce que des types comme Lassalle n'ont pas besoin d'être vus pour être dangereux. Ce n'est pas vous qui le trouvez, c'est lui qui vous trouve. » Le regard de Poirot s'aiguisa. « Précisément, mon cher Japp. Et pourtant, sans s'en rendre compte, il a déjà révélé quelque chose. » Japp haussa un sourcil. « Et quoi donc ?» Poirot se pencha en avant. Que Albert Frobisher avait de la valeur pour lui. Que sa mort n'était pas une simple commodité, mais une nécessité. Hastings se fronça les sourcils. « Mais pourquoi? Qu'avait Albert que Lassalle voulait ?» Poirot ajusta ses manchettes. « C'est précisément la question à laquelle nous devons répondre. Et pour cela, nous devons suivre le chemin de tous ceux qui deviennent gênants pour les puissants. Nous devons suivre l'argent. » Le bureau du notaire exhalait une odeur de papier ancien et d'encre, ses étagères chargées de volumes soigneusement rangés. Maître Alistair Graves, l'avocat de la famille, retira ses lunettes et poussa un soupir. J'espérais, monsieur Poirot, que cette affaire ne me causerait plus de soucis. Poirot lui adressa un sourire courtois. Et pourtant, monsieur Graves, les affaires ont une façon d'être contrariantes lorsque l'on enterre un homme qui n'était pas vraiment mort. Graves hésita, puis sortit une pile de documents de son bureau. Le testament de M. Frobisher est plutôt inhabituel. Hastings se pencha en avant. Inhabituel comment? Graves fit glisser le document sur la table,
Une semaine avant sa première mort, M. Frobisher a fait un amendement soudain. En cas de décès, une part importante de sa fortune devait être transférée à un certain Victor Lassalle. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Hastings expira lentement. Alors Lassalle avait un intérêt financier dans cette affaire. Après tout, Poirot effleura légèrement le document du bout des doigts. Non, Hastings, ce n'est pas une simple question d'héritage, c'est du chantage. Il leva les yeux vers Graves. Dites-moi, monsieur, Albert a-t-il été contraint de signer cela sous la menace? Graves hésita. Je ne pourrais pas l'affirmer avec certitude, mais ce jour-là, il était différent, nerveux. Il parlait à peine. Il a juste demandé si les modifications pouvaient être appliquées rapidement. La voix de Poirot se fit calme mais ferme. Alors il savait, mon ami. Il savait que la mort venait pour lui. L'air nocturne était épais de brouillard, alors que Hastings quittait le bureau du notaire. Les réverbères vacillaient faiblement, projetant des ombres mouvantes sur les pavés humides. Il accéléra le pas, une sensation oppressante montant en lui, celle d'être observé. Puis, il l'entendit, un pas feutré derrière lui. Hastings se retourna brusquement, mais la rue derrière lui était vide. Les ruelles, sombres et silencieuses, semblaient le surveiller. Il expira, secouant la tête. « Des nerfs », murmura-t-il. « Je me laisse gagner par les soupçons de Poirot. » Il fit un pas de plus. Un coup violent s'abattit sur son épaule, le projetant contre un mur de briques humides. Avant qu'il ne puisse réagir, un second coup s'écrasa contre ses côtes, lui coupant le souffle. Une voix grave et menaçante grogna à son oreille. « Dis au petit détective d'arrêter de creuser. Les morts doivent rester enterrés. » Puis, aussi soudainement que cela avait commencé, le poids disparut. Hastings haleta, se tenant le flanc, mais lorsqu'il se retourna, son agresseur s'était évaporé dans la nuit. Ébranlé mais furieux, il se redressa et se précipita vers le logement de Poirot. Il ouvrit la porte d'un geste brusque, encore essoufflé. « Poirot !» haleta-t-il. « Quelqu'un vient de nous avertir de lâcher l'affaire. » L'expression de Poirot ne changea pas. D'un geste calme, il indiqua un fauteuil. « Asseyez-vous, Hastings. » Hastings cligna des yeux. « Mais, vous m'avez bien entendu? J'ai été attaqué. » Poirot hocha la tête. « Oui, mon ami. Et maintenant, nous en avons la certitude. » « La certitude de quoi ?» La voix de Poirot se fit tranchante comme une lame. « Que nous sommes très proches de la vérité. » Le domaine Frobisher était plongé dans l'obscurité et le silence lorsque Poirot et Hastings y arrivèrent. Le majordome, un homme maigre au visage grave, les conduisit à un salon faiblement éclairé, où Miss Langley, la gouvernante, se tordait les mains avec inquiétude. Son regard nerveux dériva vers le bureau d'Edwin Frobisher, comme si elle craignait d'être entendue. « Je ne devrais pas vous parler, monsieur Poirot, » chuchota-t-elle. « Si monsieur Edwin découvre que… » Poirot leva une main. « Mademoiselle, vous n'avez rien à craindre. La vérité, elle finit toujours par se révéler, non ?» Miss Langley avala difficilement sa salive. « Je ne vous ai pas tout dit. Monsieur Albert, il n'était pas seulement malade avant sa mort. Il était terrifié. Il gardait toujours les rideaux fermés, dormait à peine. Il disait qu'on l'épiait. » Hastings fronça les sourcils. « Épié? Par qui ?» Elle secoua la tête. « Je l'ignore, mais la veille de ça, avant les funérailles, il m'a confié quelque chose d'étrange. Il a dit « Si quelque chose m'arrive, ne faites pas confiance au testament. Il n'est pas ce qu'il semble être. » Le regard de Poirot s'aiguisa. « Et pourtant, mademoiselle, vous n'avez rien dit. » Des larmes montèrent dans ses yeux. « J'avais peur. Mais maintenant,
Après ce qui s'est passé à la tombe, je ne peux plus garder le silence. » Poirot hocha la tête solennellement. « Bon, alors dites-moi, mademoiselle Langley, qu'est-ce qu'Albert Frobisher redoutait le plus ?» Elle hésita, puis murmura. « Quelqu'un dans cette maison même. » Les mains de Miss Langley tremblaient tandis qu'elle fouillait dans les plis de sa robe pour en sortir une petite clé en laiton. Monsieur Albert me l'a donnée la veille de sa disparition. Poirot prit la clé avec délicatesse. « Et que permet-elle d'ouvrir, mademoiselle ?» Elle expira difficilement. Son bureau privé, Monsieur Edwin, ignore son existence. Il est dissimulé derrière les étagères de la bibliothèque. Un instant plus tard, il se tenait devant les grandes étagères en chêne. Miss Langley appuya sur un panneau. Et, dans un léger déclic, une section de livres pivota lentement, révélant une porte étroite. Hastings siffla entre ses dents. Une pièce secrète? Bon sang, qu'essayait donc de cacher Albert? À l'intérieur, le bureau était petit mais soigneusement rangé. Un secrétaire en bois massif, un coffre-fort vide et des piles de documents parfaitement classés occupaient la pièce. Poirot passa un doigt sur le bureau avant que son regard ne se pose sur une feuille de papier laissée bien en évidence. Il la ramassa et lut à voix haute. Un seul nom détient la clé, Victor Lasalle. Hastings se raidit. Alors Albert savait pour Lasalle. Poirot hocha la tête. Non seulement il savait, Hastings, mais il tentait de lui échapper. Il s'approcha du coffre-fort et en examina la serrure. « Voyez ici, il a été forcé. Quelqu'un est déjà passé avant nous. » Miss Langley poussa un petit cri étouffé. Alors celui qui voulait sa mort a déjà pris ce dont il avait besoin. Poirot se tourna vers elle, son expression insondable. « Pas tout, mademoiselle. Ils ont laissé derrière eux la chose la plus précieuse de toutes, leur erreur. » Poirot replia soigneusement la note et la glissa dans sa poche. Puis, avec une certitude tranquille, il se tourna vers Hastings. « Nous avons toutes les pièces du puzzle, mon ami. Il est temps de tendre le piège. » Hastings fronça les sourcils. Un piège. Les yeux de Poirot pétillèrent. Mais bien sûr, un meurtrier, c'est comme une araignée. Il tisse sa toile, persuadé d'être invisible. Mais lorsqu'un fil est tiré, il ne peut résister à l'envie de voir qui ose troubler son ouvrage. Miss Langley frissonna. « Et que comptez-vous faire, monsieur Poirot ?» Poirot sourit, mais sous ce sourire se cachait une détermination d'acier. « Ce que je fais de mieux, mademoiselle, révéler la vérité. » Il se tourna vers Hastings. « Faites-moi bonheur de prévenir tous les acteurs de cette affaire. Edwin Frobisher, Remington, Japp et mademoiselle Langley. Dites-leur de se retrouver ici, ce soir, à minuit. Car alors, mon cher Hastings, nous démasquerons enfin notre araignée. » L'horloge égrenait lentement les secondes dans un silence pesant. Le poids de l'instant se fit sentir dans la pièce. L'issue était proche, et Poirot était prêt à jouer son dernier coup. Le domaine des Frobisher n'avait jamais semblé aussi froid, ni son grand hall aussi oppressant. Les lourds lustres vacillaient faiblement, projetant des ombres allongées sur la pièce, où les invités, réunis en silence, attendaient dans une tension palpable. Hercule Poirot se tenait devant eux, son expression calme mais résolue. Hastings, assis à sa droite, scrutait la salle avec attention. L'inspecteur Japp, adossé à la cheminée, les bras croisés, observait chaque mouvement avec vigilance. Devant eux, Edwin Frobisher gardait une posture rigide, les lèvres serrées, en une ligne mince. À ses côtés, M. Remington ajusta ses poignets de chemise, une lueur d'inconfort trahissant son calme habituel. Miss Langley, pâle et crispée,
agrippait son mouchoir. « Mesdames et messieurs, commença Poirot, sa voix calme mais autoritaire, nous sommes réunis ici ce soir pour dévoiler une tromperie des plus élaborées, une tromperie si habile qu'elle a failli réussir à enterrer la vérité à jamais. » Son regard balaya la salle. Mais Hercule Poirot, lui, ne laisse pas la vérité rester enterrée, non? Edwin ricana. « Tout cela est-il vraiment nécessaire, Poirot? Mon frère est mort, et Scotland Yard mène son enquête. » Poirot leva un doigt. « Ah, mais lequel de vos frères, monsieur Frobisher? Car c'est bien là toute la question, n'est-ce pas ?» Un murmure d'inquiétude parcourut la salle. Poirot croisa les mains derrière son dos. « Commençons, mes amis, par la supercherie du premier enterrement. » Se tournant vers la cheminée, sa voix s'adoucit, mais chaque mot portait un poids considérable. L'homme que nous avons enterré ce jour-là n'était pas Albert Frobisher. Miss Langley laissa échapper un cri de stupeur, tandis que Hastings se redressait sur sa chaise. Les doigts d'Edwin se crispèrent sur les accoudoirs. « Mensonge !» s'écria Edwin. « C'est absurde !» Poirot leva une amano. « Ah, mais ce n'est pas absurde, mon cher. Réfléchissez. Albert Frobisher était un homme fortuné, un homme dont le nom avait du poids. Pourtant, lorsqu'il fut déclaré mort, quelqu'un a-t-il réellement examiné le corps? » Hastings hésita. « Maintenant que vous le dites, Poirot, peu de personnes ont eu l'occasion de voir le défunt de près. » Poirot hocha la tête. « Précisément. Et pourquoi donc? Parce que le cadavre qui reposait dans ce cercueil n'était pas Albert Frobisher, mais un vagabond, un homme ramassé dans la rue pour servir de leurre, un homme dont la mort ne susciterait aucun soupçon. » Remington laissa échapper un souffle rapide. « Mais pourquoi? Qui irait jusque-là » L'expression de Poirot s'assombrit. « Pourquoi, monsieur Remington? Parce qu'Albert Frobisher lui-même avait orchestré cette tromperie. » Des exclamations choquées s'élevèrent dans la pièce. « Oui, mes amis, » poursuivit Poirot, « Albert Frobisher prévoyait de disparaître, mais, hélas, son plan, il a échoué. » Poirot avança d'un pas, sa voix inébranlable. Albert Frobisher savait qu'il était en danger. Il avait découvert quelque chose, un secret si grand qu'il en était devenu une cible. Il souhaitait disparaître avant que ceux qui voulaient le faire taire ne puissent agir. Alors, il a créé une illusion, un cercueil vide, un faux cadavre. Miss Langley trembla. « Mais, s'il comptait fuir, pourquoi a-t-on retrouvé son corps dans la Tamise ?» Poirot hocha la tête. « Ah, excellente question, mademoiselle. Voyez-vous, Albert était intelligent, mais il n'était pas assez prudent. Sa supercherie a failli réussir, mais quelqu'un de proche, avait découvert la vérité avant qu'il ne puisse s'enfuir. » Son regard se posa sur Edwin, dont l'expression demeurait impassible. « Albert a été assassiné avant d'avoir pu disparaître, » dit Poirot d'une voix douce. « Son corps, Hawthorne, a été jeté dans la rivière, où il n'aurait jamais dû être retrouvé. » La voix de Japp brisa le silence. « Et vous croyez que cette personne est dans cette pièce, Poirot ?» La voix de Poirot fut tranchante comme une lame. « Je ne crois pas, mon cher Japp, je sais. » Un silence pesant s'installa. Le regard de Poirot resta fixé sur Edwin, dont la mâchoire s'était crispée. « Edwin Frobisher, » annonça Poirot, « c'est vous qui avez orchestré la véritable mort de votre frère. » Edwin ricana. « Ridicule. Pourquoi aurais-je tué mon propre frère ?» Poirot esquissa un mince sourire. « Ah, mais c'est simple, n'est-ce pas? La cupidité, le pouvoir, l'héritage. Vous saviez que si Albert disparaissait, sa fortune resterait bloquée dans des querelles judiciaires. Mais s'il était vraiment mort, si vous pouviez vous en assurer, alors vous, son unique héritier vivant, hériteriez de tout. » Les yeux de Hastings s'écarquillèrent.
Alors Edwin a tué Albert avant qu'il ne puisse s'enfuir. Poirot hocha la tête. Oui, Hastings, il l'a intercepté, peut-être dans son appartement secret, et a mis fin à sa vie. Puis, avec l'aide de ses complices, il s'est débarrassé du corps, espérant que personne ne le retrouverait jamais. Miss Langley porta une main tremblante à sa bouche. Et le testament? Il devait savoir pour le faux document. Les poings d'Edwin se serrèrent. Vous n'avez aucune preuve. Poirot soupira. Ah, mais non, j'ai toutes les preuves. Le testament falsifié, les comptes vidés, le passeport contrefait, destiné à faire passer Albert pour un fugitif. Mais votre plus grande erreur, mon cher, a été de sous-estimer la rivière. Les yeux de Poirot brillèrent. Les cadavres remontent à la surface, Edwin, et avec eux, vos secrets. Le masque d'Edwin se fissura. Sa respiration s'accéléra. Poirot l'observa avec une satisfaction tranquille. Vous saviez qu'Albert prévoyait de fuir, poursuivit Poirot. Vous le saviez parce que vous l'observiez. Dès qu'il a tenté de s'échapper, vous étiez là. Et pourtant, dans votre précipitation, vous avez négligé un détail crucial. Edwin déglutit difficilement. Et quel est ce détail? Poirot sourit. Un homme qui simule sa mort ne laisse aucun corps derrière lui. Mais un homme assassiné, lui, finit toujours par être retrouvé. Hastings expira lentement. Le corps d'Albert n'était jamais censé refaire surface, mais il l'a fait. Japp s'avança. Et c'est là que vous avez paniqué, n'est-ce pas, Edwin, quand vous avez compris que la partie était terminée. Les mains d'Edwin se crispèrent en poing. Vous ne pouvez pas prouver que je l'ai tué. Poirot incline la tête. Ne le puis-je pas? Le testament, les comptes vidés, le témoignage de mademoiselle Langley, tout, mon cher, vous désigne. Le visage d'Edwin se tordit de rage. Vous pensez avoir gagné? Poirot croisa simplement les bras. Mais oui, monsieur Frobisher. Et maintenant, la justice aussi a triomphé. Un instant de silence s'étira dans la pièce. Puis, Edwin bougea. Dans un sursaut de désespoir, il bondit de sa chaise et se précipita vers la porte. « Arrêtez-le » s'écria Hastings. Mais Poirot ne bougea pas. Il se contenta de sourire alors qu'Edwin atteignait l'entrée pour se retrouver nez à nez avec deux policiers en uniforme. Japp poussa un soupir. « Ah, vous les aviez déjà appelés, n'est-ce pas, Poirot ?» Poirot ajusta ses manchettes avec satisfaction. « Mais bien sûr, mon ami, la vérité, elle n'attend pas que les criminels avouent. » Les épaules d'Edwin s'affaissèrent. « Que le diable vous emporte, Poirot !» cracha-t-il. Poirot secoua simplement la tête. « Non, monsieur, c'est vous-même que vous avez condamné. » Alors que les officiers emmenaient Edwin, Miss Langley laissa échapper un soupir tremblant. « C'est fini. » Poirot lui adressa un sourire doux. « Oui, mademoiselle, la toile a été démêlée. » Le grand hall retomba dans le silence. L'affaire était close, et Albert Frobisher, enfin, pouvait reposer en paix. Alors que les lourdes portes du domaine Frobisher se refermaient derrière Edwin, menotté et emmené par la police, un silence s'abattit sur le grand hall. Poirot resta au centre de la pièce, son regard pensif. L'affaire était résolue, ou presque. Hastings expira profondément, passant une main dans ses cheveux. « Eh bien, Poirot, je dois admettre que je ne sais pas comment vous gardez tous ces détails dans cette tête extraordinaire. » Poirot esquissa un léger sourire. « Ah, mon ami, c'est l'ordre des choses. Un crime, c'est comme un puzzle, 1000 pièces éparpillées sur la table. Mais les pièces, elles s'assemblent toujours, si l'on a la patience de les voir pour ce qu'elles sont. » Japp ajusta son manteau. « Je n'arrive toujours pas à croire jusqu'où Edwin est allé. Mettre en scène une fausse mort est une chose,
mais assassiner son propre frère pour s'assurer de l'héritage. Poirot joignit les doigts. Oui, inspecteur, mais il était trop sûr de lui. Il croyait son stratagème si parfait que personne ne remettrait en question le premier cadavre. Et pourtant, la véritable mort d'Albert Frobisher était inévitable, parce qu'Edwin a négligé un détail. Miss Langley, encore sous le choc, leva les yeux. Quel détail, monsieur Poirot? Les yeux de Poirot brillèrent. Que les morts ne restent jamais enterrés pour toujours, pas lorsqu'ils laissent derrière eux la chose la plus dangereuse de toutes, la vérité. Poirot s'approcha du bureau, où reposait la lettre inachevée d'Albert Frobisher. Il lissa soigneusement le papier du bout des doigts, comme s'il manipulait quelque chose de fragile. Ceci, murmura-t-il, était la dernière tentative d'Albert Frobisher pour échapper à son destin. Hastings se pencha. Il n'est toujours pas clair à qui il voulait adresser cet avertissement. Poirot tapota la lettre. Souvenons-nous de ces mots. J'ai été un imbécile, je le vois maintenant. Il n'y a personne à qui je puisse faire confiance, pas même. Il releva la tête. Albert avait finalement compris la vérité. Il avait découvert qu'Edwin conspirait contre lui. Et dans ces derniers instants, avant sa disparition, il a tenté d'écrire le nom de son traître. La voix de Miss Langley trembla. S'il avait seulement eu le temps de finir, peut-être serait-il encore en vie. Poirot poussa un léger soupir. Peut-être, mais un homme qui craint pour sa vie n'a pas toujours le luxe du temps. Et ainsi, cette lettre est restée inachevée, attendant que les bons yeux voient ce qu'elle était vraiment. Non pas une simple note, mais un appel à l'aide désespérée. Japp secoua la tête. Trop tard pour lui, mais pas pour la justice. Poirot replia soigneusement la lettre. Rien ne reste caché pour toujours, inspecteur, pas même un crime si soigneusement enterré. Le bruit d'une voiture approchant brisa le silence. Les grandes portes s'ouvrirent à nouveau, et des officiers de Scotland Yard pénétrèrent dans le hall. Edwin Frobisher, sa contenance désormais complètement brisée, se débattit tandis qu'on l'escortait vers le véhicule qui l'attendait. « C'est absurde !» cracha-t-il, sa voix tremblante de colère. « Vous n'avez aucune preuve concrète, rien que des théories inventées par un petit détective prétentieux. » Poirot s'avança, ajustant ses manchettes. « Ah, mon cher, mais n'est-ce pas toujours ainsi? Un meurtrier s'accroche au déni, même lorsque la corde se resserre autour de son cou. » Edwin ricana avec amertume. « J'aurais pu mieux m'y prendre. J'aurais dû me débarrasser d'Albert bien avant qu'il ne pense à simuler sa mort. » Poirot incline la tête. « Ah, et pourtant, monsieur Frobisher, la différence entre un bon plan et un plan parfait tient souvent à une seule erreur. Et vous, mon ami, vous en avez commis plusieurs. » Les épaules d'Edwin s'affaissèrent. Son combat était terminé. Les officiers l'installèrent dans la voiture, son avenir désormais scellé. Alors que le véhicule disparaissait dans la nuit, Hastings laissa échapper un soupir. Alors, c'est vraiment terminé. Poirot croisa les mains derrière son dos, contemplant l'obscurité. Oui, Hastings, l'affaire est close. La vérité a été enterrée, correctement, cette fois. Le grand manoir retomba dans un silence pesant. Dehors, le vent murmurait à travers les arbres, emportant les derniers vestiges d'une supercherie qui avait échoué. Albert Frobisher était mort, mais enfin, il pouvait reposer en paix. C'était une vision étrange. Miss Langley, l'ancienne gouvernante dévouée, assise dans le vaste bureau du domaine Frobisher, désormais sa propriété inattendue. Elle semblait minuscule dans le fauteuil imposant, les mains nouées sur ses genoux, tandis que le poids de sa nouvelle réalité s'abattait sur elle.
Poirot l'observa attentivement. « Mademoiselle, j'imagine que ce n'est pas l'issue à laquelle vous vous attendiez. » Miss Langley secoua la tête. « Je n'ai jamais imaginé cela. Je voulais seulement faire ce qui était juste, rendre justice. » Hastings lui adressa un sourire rassurant. « Et justice a été rendue, Miss Langley. La cupidité d'Edwin lui a tout coûté, mais Albert, au final, il a dû vous faire confiance. » Elle expira lentement. « Je me suis occupé de lui pendant des années, et pourtant, je n'ai jamais réellement su à quel point il avait peur. » Poirot incline légèrement la tête. « La peur, mademoiselle, est une chose des plus trompeuses. Elle se cache dans l'ombre, elle murmure dans les instants de silence, mais elle ne peut être ignorée indéfiniment. » Japp, debout près de la cheminée, ajusta son manteau. « Les formalités légales prendront du temps, mais le testament est valide. Edwin est hors de cause. Ce domaine vous appartient désormais. » Miss Langley déglutit. « Et que suis-je censé en faire ?» Poirot lui adressa un sourire doux. « Ce que vous voudrez, mademoiselle. Peut-être, pour la première fois de votre vie, avez-vous le pouvoir entre vos mains. » Elle cligna des yeux, comme si l'idée ne lui avait jamais traversé l'esprit. « Le pouvoir, » murmura-t-elle. Étrange comme il finit entre les mains de ceux qui ne l'ont jamais cherché. Les yeux de Poirot brillèrent. « Ah, mademoiselle, c'est précisément pour cela, je pense, que vous en êtes la plus digne. » Plus tard dans la soirée, Poirot et Hastings étaient installés devant le feu, dans leur modeste mais impeccablement ordonnée demeure. Une théière fumante reposait sur la table, diffusant un léger parfum d'Earl Grey. Hastings, adossé à son fauteuil, poussa un profond soupir. « Eh bien, Poirot, je dois dire que cette affaire a eu plus de rebondissements que je n'aurais jamais pu l'imaginer. » Poirot prit une gorgée de thé. « Oui, Hastings, c'était une tapisserie des plus complexes, tissée de tromperies habiles, un homme qui simule sa propre mort pour finir assassiné réellement. Un stratagème d'héritage si minutieusement conçu qu'il a failli réussir, et bien sûr, un meurtrier qui se croyait trop intelligent pour être démasqué. » Hastings secoua la tête. « Et pourtant, Edwin a été négligente à la fin, n'est-ce pas ?» Poirot esquissa un léger sourire. « Ah, mon ami, tous les meurtriers le sont, à la fin. Un crime n'est jamais véritablement parfait. Il laisse toujours des fils, certains effilochés, d'autres soigneusement dissimulés, mais toujours présents, attendant qu'un œil exercé les découvre. » Hastings rit doucement. « Et vous, Poirot, vous ne manquez jamais de voir ce que les autres ignorent. » Poirot ajusta ses manchettes, un soupçon de satisfaction dans le regard. « Ce n'est pas de la magie, Hastings, c'est de la logique, de l'observation et, surtout, de la patience. La vérité, elle ne se dévoile qu'à ceux qui savent l'attendre. » Hastings se pencha légèrement en avant. « Mais dites-moi honnêtement, Poirot, avez-vous un instant douté de votre conclusion ?» Les yeux de Poirot pétillèrent. « Non, mon ami, je n'ai douté que d'une chose, que les autres puissent voir ce que moi, j'avais déjà compris. La vérité, Hastings, est souvent la chose la plus difficile à croire lorsqu'elle se trouve sous nos yeux. » Hastings hocha la tête, prenant une gorgée de son thé. « Je vous l'accorde, mon vieux, ce fut un sacré spectacle. » Poirot laissa échapper un petit rire. « Ah, mais bien sûr, Hastings, après tout, que serait la vie sans une touche de drame ?» L'horloge sonna doucement. Hastings, plongé dans ses pensées, fixa les flammes dansantes. « Vous savez, Poirot, murmura-t-il, des affaires mèches comme celle-ci, elles vous marquent. Un homme qui aurait dû être mort, mais qui ne l'était pas. Un meurtrier qui se croyait intouchable. Et puis, à la fin, les morts qui parlent à nouveau. »
Poirot haussa un sourcil. « Vous devenez philosophe, Hastings ?» Hastings esquissa un sourire pensif. « C'est juste que… Eh bien, vous ne vous posez jamais la question. Les esprits, les fantômes, cette façon qu'a le passé de refuser de rester enterré. » Poirot posa sa tasse de thé avec une précision méticuleuse. « Des fantômes, Hastings ?» Il eut un sourire amusé. « Non, mon ami, je ne crois pas aux fantômes. » Hastings leva un sourcil. « Ah bon? Pas du tout ?» Le sourire de Poirot s'approfondit. Il se pencha légèrement, baissant la voix d'un ton. « Seulement à ceux que l'on enterre 2 fois, Hastings. » Un frisson parcourut Hastings. Un instant, aucun des 2 hommes ne parla. Puis Poirot se redressa, ajusta ses manchettes une fois de plus et tendit la main vers sa tasse. « Mais trêve de mélancolie, » dit-il d'un ton léger. « Parlons plutôt de choses plus agréables. Le petit déjeuner, par exemple. Je suis très particulier sur la cuisson de mes œufs, vous savez. » Hastings éclata de rire, secouant la tête. « Poirot, parfois, je me demande s'il existe quelque chose qui puisse vraiment vous troubler. » Poirot se contenta de sourire. « Seulement un mauvais thé, Hastings, et des chaussures mal cirées. » Dehors, les rues de Londres s'étendaient dans la nuit, silencieuses et attentives. L'affaire Albert Frobisher était enfin close, ses secrets mis au jour, ses fantômes définitivement apaisés. Mais quelque part, dans les profondeurs de la ville, une nouvelle énigme attendait. Et Hercule Poirot, éternel chercheur de vérité, serait prêt à répondre à son appel.